Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du comité association sur les spécificités de l'arrêté des comptes 2025. Donc, on est ravis que vous ayez répondu présent pour ce webinaire. Il y a plus de 900 inscrits, donc on vous attend très nombreux. On laisse tout le monde arriver, mais on va commencer quand même à se présenter. Tout d'abord, je vous dis quelques mots sur le comité association. Donc, c'est un comité composé de bénévoles, experts comptables, mais pas seulement, spécialisés sur le milieu associatif. Donc, c'est une équipe super que j'ai la chance de présider, qui est hyper investie et qui organise plein d'événements, développe plein d'outils à destination des experts pour que vous fassiez mieux vos missions. Et on a fait un sondage avec une enquête avec Recherche et Solidarité. Et ce qu'il est ressorti, c'est que vous aviez besoin de choses beaucoup plus pratico-pratiques que ce qui pouvait être fait par le passé. Et donc, ce webinaire vise à y répondre avec des outils pour vous faire dans de bonnes conditions votre arrêté des comptes 2025 dans les associations, fonds de dotation, fondations pour lesquelles vous avez des missions en cours. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé à travers ce webinaire. Je suis merveilleusement accompagné. Donc, moi, je suis là juste pour l'animation. Hein. Les expertes, elles sont à côté de moi. Donc, moi, je suis Karim Bongoura. Je me préside le comité association et il y a deux membres du comité association qui sont Juliette Prudhomme à ma gauche et Nathalie Elio qui vont vous présenter toutes ces spécificités de l'arrêté des comptes et toutes les nouveautés qui sont liées à l'arrêté des comptes 2025 des associations, fondations et fonds de dotation. Je vous rappelle le principe. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Moi, je veille c'est mon rôle de veiller à récolter les questions et on a prévu un temps à la fin pour y répondre. Donc, n'hésitez pas dans le fil du chat à poser vos questions et on y répond à la fin. Et peut-être, s'il y a besoin d'un éclaircissement, on complète en cours de réunion. Donc, n'hésitez pas à être actif dans le chat. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à nos expertes. À vous deux. Bonjour, merci beaucoup. Pour commencer, on va donc vous parler un petit peu du contexte du secteur associatif, vous donner un petit peu des chiffres globaux de ce que représente le monde associatif en France. Après, on parlera des spécificités associatives, c'est-à-dire les éléments qui composent le bilan, le résultat et surtout l'annexe, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment des spécificités. Et puis après, on fera un point sur l'actualité avec le rappel de mesures toujours en cours et puis les nouveautés et pour finir, le nouveau règlement comptable qui modifie également un petit peu les comptes associatifs. Donc, on commence par le contexte. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est les associations représentent aujourd'hui 3,5% de la valeur ajoutée du pays, c'est-à-dire de la France. Ils sont décomposés en différents types d'activités que l'on voit dans le premier tableau. Mais ce qui est à noter, c'est que globalement, sur les 1 370 000 associations qui existent, seulement 144 000, c'est-à-dire 10%, sont des associations employeuses. Et ce sont ces 144 000 qui représentent 92% du budget produit par les associations qui s'élève à 113 milliards d'euros. Donc, on voit que le paysage associatif est composé essentiellement de petites associations. Voilà. Le deuxième point qu'on voulait voir avec vous sur le contexte, c'est tout ce qui concerne les financements, parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment sur les financements avec les baisses de budget et autres. Donc là, c'est une étude qui a été faite jusqu'en 2020 qui montre un petit peu l'évolution des budgets et ça montre donc la baisse des subventions publiques et une évolution des financements publics vers de la commande publique.
Donc, on a un premier tableau qui montre un peu la répartition entre le privé et le public, et le deuxième tableau à droite qui, lui, donne le détail justement de cette commande, de ces financements publics, pour montrer cette évolution où on voit que les subventions restent passent de 34 à 20 en 2017-2020. Et par contre, tout ce qui est commande publique augmente de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'était le premier point sur le contexte. Maintenant, on va passer aux spécificités associatives et je vais donner la parole à Juliette. Donc, nous allons voir maintenant les spécificités associatives du bilan. Et tout d'abord, l'appel à la générosité du public, les fonds dédiés et enfin les fonds propres. La notion d'appel à la générosité du public permet de désigner l'ensemble des démarches qui consistent à solliciter des dons d'un cercle ouvert de personnes par divers moyens, tant publics, campagnes de publicité, sites internet, que privés, donc des appels téléphoniques, des envois d'emails. Un appel à un cercle restreint de personnes sollicitées conduit à écarter la qualification d'appel à la générosité du public. Donc la notion de cercle restreint, ça se déduit de liens préétablis entre l'organisme qui sollicite les dons et les personnes qui sont sollicitées pour verser le don. La sollicitation ou l'appel peuvent être mis en œuvre par divers moyens qui sont pas déterminés et pas limités. Donc le site internet, des quêtes, mais ça peut être aussi des manifestations festives, par exemple. On peut noter également que les contributions volontaires en nature ne sont pas à prendre en compte pour le dépassement de ce seuil. La JEBVA a publié un guide, l'appel à la générosité du public, notions et procédures. C'était en janvier 2023 avec le concours de la CNCC notamment. Et ce guide donne des définitions. Il rappelle les obligations liées à l'appel à la générosité du public. Il propose également une grille d'analyse qui est très intéressante pour savoir si on se situe ou non dans l'appel à la générosité du public. Donc, on va reprendre les définitions ensemble. La générosité, tout d'abord, c'est la volonté irrévocable de donner, mais sans la volonté d'obtenir des contreparties. Et il faut noter que les dons qui n'ouvrent pas droit à reçus fiscaux parce que justement accordant des contreparties trop importantes ne sont pas des ressources issues de la générosité du public. Sur la notion d'appel, par exemple, c'est le site internet avec un bouton «Je fais un don». Ça, c'est typiquement de l'appel. Tandis que les dons et les mécénats sans sollicitation, ils ne vont pas être pris en compte pour le dépassement du calcul du seuil de 153 000 €. Donc, on voit que les notions de sollicitation et de groupe ouvert sont essentielles. Alors, je vais prendre un exemple. On est dans un conseil d'administration. Il y a un des administrateurs qui est par ailleurs chef d'entreprise en bâtiment. Et tous les ans, il se propose de repeindre un des 10 locales de l'association. Est-ce que c'est de la générosité du public ? Et bien là, clairement, non, parce que déjà, il n'y a pas d'appel. C'est lui qui se propose volontairement de le faire. Et puis en plus, on est dans un cercle restreint de personnes. On est dans le conseil d'administration. Voilà. Juste, je précise sur ce point important de l'appel à la générosité du public. On vous donnera dans le lien de la réunion ce guide qui est très intéressant qu'évoque Juliette. Et je précise que ce point, il est essentiel parce que découle de l'AGP du dépassement du seuil de 153 000 € un tas d'obligations comptables. Donc, il est essentiel de bien maîtriser ces notions. Qu'on verra évidemment avec vous. Sur les fonds dédiés. Donc, les fonds dédiés, ce sont la partie de ressources reçues de tiers financeurs pour un projet défini qui n'est pas consommé entièrement à la clôture. La notion de projet défini est très importante et c'est le contrat qui doit préciser dès le départ si les fonds sont accordés pour un projet défini ou si l'objectif se confond avec l'objet général de l'association. Et l'affectation, c'est le donateur qui le donne. Donc, par exemple, une association qui reçoit un don qui n'est pas affecté, mais le conseil d'administration décide de l'affecter à un projet défini qu'elle a envie de lancer, elle ne pourra pas constater de fonds dédiés parce que c'est toujours la volonté du donateur qui implique la constatation d'un fonds dédié à la clôture.
Et donc, il faudra penser à compléter le tableau de variation des fonds dédiés dans l'annexe et préciser, alors c'est bien par un astérix en bas du tableau, à quel projet ça correspond. Et à la clôture, on aura un stock de fonds dédiés. Donc, les sommes inscrites en fonds dédiés correspondent soit à la part non consommée quand il s'agit d'une convention annuelle dont le financeur n'a pas réclamé la restitution, soit à la part non consommée de la partie rattachée à l'exercice quand il s'agit d'une convention pluriannuelle. Donc, pour prendre un exemple, si on a une convention de 300 000 qui est répartie en 3 ans et que la première année sur les 100 000, on n'en consomme que 80%, et ben on va constater 20 000 € en fonds dédiés à la clôture du premier exercice. Sur les fonds propres, donc il existe des fonds propres sans droit de reprise, qui sont une mise à disposition définitive d'un bien ou de numéraire au profit de l'entité, mais également des fonds propres avec droit de reprise qui correspondent à la mise à disposition conditionnelle d'un bien ou de numéraire au profit de l'entité. Donc le bien est repris par l'apporteur lorsque la condition n'est plus remplie par le bénéficiaire. La condition, elle n'a pas forcément de terme défini, mais ça va souvent être la cessation de l'activité pour laquelle le bien a été mis à disposition ou alors même la dissolution de l'entité. Sur les réserves, il est possible d'affecter une partie du résultat de l'exercice en réserve pour projet. Ça c'est spécifique aussi et c'est l'organe délibérant qui en décide. C'est-à-dire que sur l'exercice suivant, on va venir affecter la quote-part de résultat qui est liée au projet sur ce compte 1068 réserve pour projet. Donc ça implique surtout qu'il y ait un suivi particulier, donc si possible une comptabilité analytique. Sur les fonds propres consomptibles, les fondations et les fonds de dotation sont constitués par une dotation initiale qui peut être consomptible ou pas en fonction de ce qui est prévu par les statuts. Alors, comment la dotation est consommée? La perte de l'exercice d'un fonds de dotation, par exemple, peut être affectée à la dotation initiale qui est alors consommée de temps. Et donc, le résultat est ramené à zéro. Donc, il conviendra dans ce cas-là de donner une information à l'annexe sur la politique qui est menée par l'entité, justement, en termes de consommation de cette dotation. Voilà pour les spécificités du bilan et je passe maintenant la parole à Nathalie sur la partie résultats. Merci Juliette. Donc, au niveau des résultats, nous allons voir donc, les différents types de produits et les contributions volontaires en nature. Donc, je commence par les subventions d'exploitation qui constituent une partie des produits. Ce sont des subventions publiques. Elles sont constatées au moment de l'acte d'attribution, notification et comptabilisées au bilan dans un compte 74. Donc, comme vient de le dire Juliette, si la fraction pluriannuelle, c'est-à-dire la quote-part pour les années futures d'une convention pluriannuelle, sont passées en produits constatés d'avance, mais la quote-part qui concerne l'exercice et qui n'est pas consommée ira en fonds dédiés. Ça vous a été dit tout à l'heure. Ensuite, nous passons aux subventions d'investissement. Sur les subventions d'investissement, il y a 2 types de comptabilisation possibles. Soit elles vont être constatées dans un compte de bilan 131 de façon à être mis au fur et à mesure dans les produits, au fur et à mesure de la même durée que l'amortissement du bien qu'elles financent. Ou soit elles vont être directement constatées. Alors jusqu'à présent, elles étaient constatées dans un compte de produits exceptionnels. On verra qu'à partir de 2025, avec le nouveau règlement, ces règles vont changer. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Par ailleurs, si jamais il existe des conditions suspensives, cela décale d'autant la comptabilisation de la subvention d'investissement. Autre type de produit, les concours publics, à ne pas confondre avec les subventions. Ce sont des contributions financières versées par une autorité administrative qui ne sont pas des subventions, comme par exemple la taxe d'apprentissage, des reversements de participation, ce genre de choses. Elles sont comptabilisées dans un compte spécifique, un compte 73. Les contributions financières, donc elles concernent des financements reçus qui émanent d'organisations qui ne sont pas publiques. Donc c'est tout financement reçu d'une autre entité, une association, une fondation, un fonds de dotation. Elles sont elles aussi comptabilisées à la signature de la convention dans des comptes 755.
et elles vont être soit d'exploitation, soit exceptionnelles selon leur nature, sachant que la notion d'exceptionnel est revue avec le nouveau règlement. Une note technique du Conseil national de l'ordre traite de la comptabilisation des contributions financières affectées à des investissements qui ont une règle un peu particulière puisqu'elles vont être traitées un peu comme des subventions d'investissement. Les dons manuels, donc on reste dans les produits. Les dons manuels, ce sont des dons perçus en somme sonnante et trébuchante, comme on dit. Elles constituent des produits au fur et à mesure de leur encaissement et sont comptabilisés dans un compte 750-400 dons manuels. Si le don est affecté à un projet défini, la règle des fonds dédiés trouvera à s'appliquer, comme ça a été cité tout à l'heure. Ce qu'il faut noter, c'est que ces dons donc, peuvent donner lieu à reçus fiscaux et donc à des réductions d'impôts pour les donateurs. Donc, vous avez différentes catégories de réductions qui s'appliquent, qui figurent sur le slide qui vous sera donné. Toujours sur les dons, il y a des obligations depuis la loi du 24 août 2021 sur les dons, avec l'obligation de déclarer le nombre de dons reçus, attestation ou tout autre document émis et le montant total des dons pour ceux qui ont donné lieu à reçus fiscaux. Cette démarche se fait de façon dématérialisée sur le site démarchesimplifiée.fr. Pour les structures qui ne font pas de déclaration auprès des impôts commerciaux. Ceux qui ont une déclaration impôts commerciaux, il y a un cadre spécifique sur le tableau 2065 de façon à déclarer ces dons. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que cette déclaration doit être faite dans les 3 mois qui suivent la date de clôture pour les exercices décalés et pour ceux au 31/12, au plus tard le 2e jour après le 1er mai. Alors là, j'en profite pour vous rappeler que là, les 3 mois qui suivent la clôture, pour ceux qui clôturent au 31/12 de 2024, c'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper, enfin, dans les jours qui viennent. Donc là, c'est un point particulièrement important parce que c'est le cas depuis 2021, cette obligation, mais on n'est pas encore au top, ni dans les associations, ni nous, experts comptables et commissaires aux comptes, dans le respect de ces obligations. Donc là, il faut un point de vigilance pour bien appliquer ces textes et bien aider à remplir ces infos. Le lien qu'a mis Nathalie, là, c'est le lien qui concerne le plus grand nombre, puisque le plus grand nombre ne font pas de déclaration, ne sont pas à l'impôt sur les sociétés, sauf pour les produits financiers. Donc, c'est ce lien qu'il faut utiliser pour faire les démarches. Je reviens juste en arrière sur les classifications. Là, Nathalie, elle a présenté toute la subtilité, enfin la précision qui est introduite dans le règlement 2018-06 sur la classification des produits. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on applique bien. Et en plus, il y a des évolutions. Typiquement, récemment, enfin, il y a quelques années, la taxe d'apprentissage, on ne savait pas trop où la mettre. Il y a eu une précision. Maintenant, c'est dans les subventions. On se demandait si c'était concours public ou subvention. Là, maintenant, on nous a dit, l'ANC a tranché ses subventions, 74. Donc, il y a des choses comme ça très précises qui sont édictées maintenant dans les règlements comptables. On va vous communiquer à l'issue du webinaire le recueil de l'ANC de toutes les normes applicables au secteur non marchand pour 2024, et on va vous communiquer aussi celui pour 2025, pour ceux qui appliquent par anticipation la nouvelle réforme de modernisation des états financiers. Voilà. Merci Karim de ces précisions. Donc, toujours sur les dons, si on perçoit des dons en nature destinés à être cédés, il y aura une information comme un engagement reçu dans l'annexe. Et puis, il peut éventuellement exister des systèmes de collecte qui sont réalisés par des organisations et qui sont après reversés. Et le reversement de cette collecte touchée pour le compte d'une autre structure passe par le compte d'aide financière dans les charges de la structure qui reverse. Voilà.
Donc après, toujours sur la générosité du public, les libéralités. Donc les libéralités, c'est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens et de ses droits au profit d'une autre personne. Donc ça peut être soit une donation entre vifs, ou bien un legs ou une assurance vie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les structures reconnues d'utilité publique qui peuvent percevoir des donations ou des legs. Toute structure de plus de 3 ans qui est d'intérêt général peut aujourd'hui percevoir des donations ou des legs. Alors après, on va reprendre le détail donc, de ces différentes générosités, libéralités. Donc l'assurance vie, elle est comptabilisée en 754-31 à réception des fonds, à partir du moment où c'est encaissé. Pour les legs, c'est un peu différent. Ça dépend en fait de ce que souhaite l'association par rapport au legs reçu. Soit le legs est conservé et dans ce cas-là, il va aller soit en fonds propres si c'était le souhait du testateur ou du donateur, soit directement en produit, en compte de résultat. Donc là, c'est assez simple. Par contre, si le bien reçu est destiné à être cédé, ce qui arrive quand même assez souvent, à ce moment-là, il y a une comptabilisation un peu différente qui est faite, puisque le bien destiné à être cédé va d'abord être inscrit en immobilisation, en dette et créance pour les différents éléments de la succession, avec en face un contrepartie, un produit, un 757. À la date de clôture, les opérations vont être neutralisées par un fonds dédié spécifique, fonds reporté, un compte 191. Et quand le bien est cédé, à ce moment-là, le fonds dédié est repris, l'immobilisation est sortie et le prix de vente est inscrit en produit. Et donc, ces opérations font que, in fine, il ne restera en produit que le résultat du prix de vente. J'ai mis un petit exemple qui reprend un petit peu les différentes écritures entre le moment de l'acceptation, la date de clôture avec la neutralisation par le report en fonds dédié, et puis après, au moment de la cession, comment ça se passe. Toujours sur les libéralités, si le legs est reçu par le biais d'une structure intermédiaire, à ce moment-là, dans la structure qui reçoit à l'acceptation, elle va comptabiliser ce legs en actif, actif et passif éventuellement s'il y a des dettes. Au moment où elle réalise, elle fait la même opération que ce qu'on vient de voir avec la cession, etc. Et l'aide qu'elle va verser sera une aide financière pour elle, une charge à un moment où elle va verser les fonds. L'association bénéficiaire, elle, va constater finalement qu'à la réception des fonds, le legs reçu, et à ce moment-là, il viendra en produit. Par contre, à partir du moment où elle a connaissance qu'il existe un legs à recevoir, elle pourra mettre en engagement reçu dans l'annexe cet engagement, ce legs à recevoir. Alors, je profite de juste une petite pause pour vous dire, il y a beaucoup de questions là-dessus. Vous allez recevoir le support à l'issue de la présentation et il y aura un replay qui sera mis sur le site de l'Ordre. Donc, pas de souci là-dessus. Et vous pouvez poser vos questions dans le fil du chat et on consacrera un quart d'heure pour répondre aux questions. Donc, je prends bien en note toutes les questions pour qu'on y réponde à la fin. Le mécénat et parrainage, qui sont aussi d'autres types de produits. Donc, il faut bien distinguer ce qui est parrainage et ce qui est mécénat, puisque ça n'a pas du tout la même incidence. Le mécénat, c'est vraiment considéré comme un don. C'est un soutien financier matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Donc, c'est cette notion de contrepartie qui fait que ce mécénat, c'est vraiment un don. Il y a des conventions de mécénat spécifiques, mais il n'y a pas d'obligation liée à la somme reçue du mécène. Par contre, le parrainage, c'est considéré comme une action de communication. C'est un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, un produit. Et à ce moment-là, il va y avoir souvent mention de qui est parrainé, il va y avoir l'obligation de poser le logo, ce genre de choses. Et donc, on va considérer que c'est une prestation et ça va être soumis aux impôts commerciaux. Donc, cette distinction est très importante parce que l'un va donner droit à reçu fiscal et ne va pas générer de risque de fiscalisation, alors que le parrainage, lui, étant commercial, risque cette fiscalisation. Et après, on a ce qu'on appelle le produit partage, qui est un entre-deux,
où se pose la question de savoir est-ce que c'est du mécénat ou est-ce que c'est du parrainage, puisqu'on est dans une opération de vente d'un produit sur lequel va être apposé le logo de l'association qui va en toucher une quote-part. Hein. Par exemple, vous pouvez avoir des gâteaux ou des boissons sur lesquels vont être mis les logos d'une association disant qu'il y a 1 € qui est reversé à telle structure pour soutenir telle ou telle cause. Bon. Donc, on est bien dans de la vente de produits. Et ben, en fait, ça dépendra un peu de comment ça a été négocié avec la structure qui fait l'opération. Si on est vraiment dans la philosophie du mécénat, que c'est une somme forfaitaire fixe, que c'est une opération ponctuelle, qu'il n'y a pas de publicité faite par l'association sur cet événement, qu'il y a une information claire sur la quote-part attribuée, à ce moment-là, on pourra considérer que c'est du mécénat. Par contre, dès qu'il y a des actions un peu commerciales, si ça fait augmenter les ventes, si c'est un pourcentage, à ce moment-là, on rentre vraiment dans quelque part comme une rémunération par rapport à une action commerciale. Et là, ça devient du parrainage. Donc, il va falloir faire très attention si vous avez ce type de ressources dans votre structure. Et ça, c'est un point clé parce que si on est assimilé mécénat, ça donne droit à émission de reçus fiscaux si on relève, on est d'intérêt général. Et donc, c'est un régime particulier. Et en revanche, si on est assimilé à du parrainage et donc potentiellement à une activité commerciale, ça rentre dans l'appréciation des activités commerciales et du seuil de franchise qui est appliqué. Donc, c'est clé pour l'appréciation fiscale de la structure. Oui, c'est très important. Donc, pour terminer, on va parler des contributions volontaires en nature. Donc là, on est vraiment sur une contribution volontaire en nature. Hein. C'est un acte par lequel une personne va donner soit du travail, des biens ou des services à titre gratuit. Donc typiquement, la contribution en travail, c'est le bénévolat, la mise à disposition de personnes. La contribution de biens, c'est des dons en nature. Hein. On va donner des imprimantes, on va donner des dons alimentaires, ce genre de choses. Et les contributions en service, c'est la mise à disposition de locaux, de matériel. Voilà. Donc ça, ce sont des ressources importantes qui, depuis effectivement le règlement comptable 2018-06, doivent figurer au pied du compte de résultat et avec une explication dans l'annexe. On verra tout à l'heure. Donc la comptabilisation dans le compte de résultat. Donc il est recommandé, enfin c'est demandé par le règlement 2018-06 que je disais, si c'est important et si c'est significatif. Mais si jamais ce n'est pas comptabilisé pour des raisons XY, parce que vous n'avez pas les moyens de pouvoir évaluer ce que représentent les contributions volontaires ou que ce n'est pas significatif, ça devra être mentionné dans l'annexe. Et si c'est comptabilisé, il faudra expliquer le mode de calcul qui a été mis en place. Et enfin, les abandons de frais qui sont par les bénévoles, qui sont considérés comme des dons avec un régime un peu particulier. Là, c'est le bénévole fait des frais, puis il ne demande pas le remboursement. Donc, quelque part, il donne à l'association pour laquelle il a fait la mission, cette dépense, il lui donne cet argent indirectement. Et là, il faut absolument que dans la note de frais du bénévole, il y ait une mention, je sous-signé, certifié renoncer au remboursement des frais et laisser à l'association en tant que don, hein, de façon à ce que ça puisse vraiment être considéré comme un don et que l'association puisse faire le reçu fiscal et le noter en tant que tel. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la partie résultat. Maintenant, je repasse la main à Juliette pour vous parler de l'annexe aux comptes annuels. Merci Nathalie. Donc après une courte introduction, nous allons nous attarder sur quelques particularités de l'annexe d'une association, notamment le tableau de variation des fonds propres, le compte de résultat par origine et par destination, le compte d'emploi annuel des ressources et l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Alors là, tout d'abord, très concrètement, l'objectif, c'était de savoir si une micro-association pouvait se prévaloir de la dispense de produire une annexe des comptes, comme c'est le cas pour les micro-entreprises. Et dans ce cas-là, est-ce qu'une petite association peut produire une annexe simplifiée des comptes annuels, à l'instar de la possibilité offerte aux petites entreprises? Eh bien,
ce qui est écrit, c'est que les personnes morales de droit privé non commerçantes, donc les associations, doivent établir des comptes annuels et ne peuvent se prévaloir ni de l'allègement ni de l'exemption. Donc, c'est une annexe de base qu'il faut présenter. Donc, on n'aura pas le temps non plus de s'étendre sur tous les sujets en 1 heure et demie, mais il faut savoir aussi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique, ainsi que les fondations d'entreprise et les fonds de dotation, sont concernés par la présentation d'un rapport d'activité qui porte sur le fonctionnement interne, le détail de leurs actions, et son contenu est normé par décret. Donc, dans ce cas-là, si c'est le cas pour vos clients, je vous invite à aller voir le décret 2024-720 pour savoir précisément ce qu'il y a dedans. Ce qui caractérise l'introduction de l'annexe des associations et qui a été mis en place dans un objectif de transparence, mais également pour une meilleure compréhension de l'association, c'est que l'ANC 2018-06 impose la présentation d'une description de l'objet social, de la nature, du périmètre des activités et des moyens mis en œuvre par l'association. Alors, dans les faits, ce n'est pas si compliqué à mettre en œuvre parce qu'on a quand même déjà pas mal d'informations dans les statuts qu'il est facile de reprendre et de mettre à cet endroit de l'annexe. Sur le tableau de variation des fonds propres, il est obligatoire dans les annexes des comptes annuels des associations. Et on peut noter qu'il existe un tableau spécifique pour les entités qui font appel à la générosité du public. Et c'est un tableau qui va permettre d'identifier la quote-part de fonds propres qui, justement, est issue de la générosité du public. D'ailleurs, il y a un guide de l'établissement de l'annexe, j'ai mis une petite photo, qui est disponible sur Biblio-Ordre et qui est gratuit en version numérique. Il y a plein de tableaux dedans, il y a des recommandations, il y a des conseils justement pour bien rédiger l'annexe. Donc, c'est très utile pour faire les annexes chez nos clients. Je vous recommande également d'aller voir le questionnaire de la CNCC qui a été mis à jour en avril 2024, qui est intéressant aussi pour faire l'annexe. Mais dans l'ANC directement, il y a aussi plein de tableaux qu'on peut aller voir. Et en complément de ce guide qui a été mis à jour au 1er janvier 2024, il y a également au Conseil Sub, vous trouverez un tableau Excel qui reprend toutes les rubriques de l'annexe et que vous pouvez reprendre pour vos annexes. Le compte de résultats par origine et par destination. Donc là, sont concernés les associations, hors association 1905, les fondations, mais pas les fondations d'entreprise, ainsi que les fonds de dotation et les mutuelles livre 3. Si elles font AGP et qu'elles reçoivent plus de 153 000 € de ressources via l'AGP et qu'elles soutiennent des causes limitativement prévues par la loi. Donc là encore, on peut se référer au texte, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le guide de la JEBA qui est très utile pour ce tableau également. Donc on y inscrit l'ensemble des ressources qui sont issues de la générosité du public et pas seulement celles qui sont issues de collectes dues à l'appel. Donc c'est plus large parce qu'on inscrit ici celles qui sont obtenues par l'appel et pas par l'appel. Donc, c'est des ressources qui peuvent venir d'un cercle ouvert ou un cercle fermé de personnes, des dons et des libéralités, qu'ils aient été sollicités ou non. Alors, pour prendre un exemple de cercle fermé, par exemple, une association des parents qui ont tous en commun d'avoir un enfant qui a une maladie particulière, ils veulent financer la recherche contre cette maladie et ils donnent à cette association tous les ans. Là, alors déjà, on ne vient pas les chercher, mais en plus, ils sont entre eux, ils n'ont pas de site internet, ça peut presque s'apparenter à un groupe d'amis. Là, on est dans un cercle fermé de personnes. Alors d'ailleurs, ça peut être intéressant de mettre en place le tableau de rapprochement entre le résultat et le CROD. Ça facilite souvent le tableau. Sur le compte d'emploi annuel des ressources, lui, il ne fait état que des informations relevant de la générosité du public. C'est-à-dire que c'est le copier-coller de la colonne dont générosité du public du CROD. En revanche, il comporte des informations complémentaires au CROD, notamment les ressources reportées liées à la générosité du public qui sont non dédiées et non utilisées sur l'exercice. Pour prendre quelques exemples, au niveau des contributions volontaires en nature, ils sont inclus les produits de la vente de dons en nature qui sont destinés à être cédés, par exemple des vêtements qui sont reçus de la part d'un donateur.
mais sont exclus le bénévolat, les mises à disposition de locaux, de personnel. Les abandons de frais, ils ne sont pas AGP, mais ils sont dans le CER. La perception d'une assurance vie par une association qui n'a pas communiqué sur sa capacité à recevoir des legs, ça c'est de la générosité du public, mais sans appel. Donc ici, c'est dans le compte d'emploi des ressources, mais ce n'est pas pris en compte pour déterminer le franchissement du seuil des 153 000 euros. Maintenant, sur l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger. Donc, c'est un état qui est inséré dans l'annexe et qui est obligatoire pour les exercices à compter du 1er janvier 2023. Donc on n'est pas sur le premier exercice. Petit rappel. Mais là aussi, même si ce n'est pas le premier exercice, dans l'application, dans les associations, comme parmi les experts comptables et les commissaires aux comptes, on a des marges de progrès et je me mets dans le lot. Voilà. Alors, ça concerne qui? Eh bien, ce sont toutes les ressources ou avantages qui sont perçus par des associations qui bénéficient de dons susceptibles d'ouvrir droit à avantages fiscaux supérieurs à 153 000 euros. Mais on peut noter que les fondations en sont exclues, qu'il existe un régime particulier pour les associations cultuelles et également que les fonds de dotation y sont soumis sans condition de seuil. Et ça concerne quoi? Eh bien, ce sont toutes les ressources versées en numéraire ou consenties en nature par un État étranger, une personne morale étrangère, un dispositif juridique de type fiducie, mais également ça peut être par une personne physique résidente en dehors de France. Oui, donc là, c'est un concept de ressources qui est beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'on a vu sur les AGP. Là, c'est très large. Ouais, c'est très large. Donc, par exemple, des dons en nature, des médicaments d'une ONG sénégalaise, ça en fait partie. Un prêt d'un résident personne physique suisse, ça en fait partie. Une contribution de 5 000 euros d'une fondation allemande, ça en fait partie aussi. Le non-respect, c'est du pénal, donc il y a une amende qui peut aller jusqu'à 3 750 euros, mais également la confiscation de la ressource. Voici le modèle de tableau. Donc, c'est un tableau qui doit être repris tel quel. Il ne peut pas être modifié. Il est présenté par état et par ordre chronologique. En revanche, pour les structures qui déposent leur compte, il existe un modèle simplifié. Donc, en effet, il y a une possibilité pour les entités qui sont soumises à la publicité de leur compte de présenter une version qui est synthétique de l'ER dans les comptes annuels qui vont être approuvés par l'organe délibérant et publiés au journal officiel. La version détaillée qu'on vient de voir avant de l'État est alors mise à disposition au siège ou alors sur le site internet, mais en tout cas, il faut le préciser dans l'annexe. Là encore, ce qui est vraiment primordial, c'est de mettre en place des procédures d'identification des avantages et ressources chez nos clients afin que ce soit identifié tout au long de l'année. Voilà pour la partie annexe des comptes. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions qu'il faudrait traiter maintenant ou on enchaîne? Alors, il y a eu quelques questions. Hein. Si vous voulez, on peut attaquer. Donc, je vais prendre dans l'ordre. Donc, il y a eu d'abord une question qui je peux répondre, c'est est-ce qu'il est prévu mais on verra plus tard sur le plan comptable la réforme. Par contre, il y a une question qu'on peut prendre dès maintenant qui concernait les conditions à respecter sur la nature du projet pour doter une réserve pour projet de l'entité. Est-ce qu'il y a des conditions particulières sur la nature du projet pour affecter? Il n'y a pas de conditions particulières en dehors de effectivement, l'intérêt général. Il n'y a pas de conditions en plus que l'association doit respecter. C'est son projet à elle, le projet qu'elle veut mener pour le distinguer au niveau du résultat en fait. Ensuite, sur le mécénat, il y avait une question de Newell qui voulait savoir si le montant accordé par le mécène est à comptabiliser le jour de la signature
Ah, pardon, c'est moi qui ne mets pas mon micro, pardon. Newell demande si le montant accordé par le mécène est à comptabiliser le jour de la signature pour son montant total, même lorsque le montant accordé est pluriannuel et même lorsque seulement une quote-part de la donation, enfin du mécénat, a été versée par le mécène. Alors oui, la convention est à comptabiliser puisque c'est un engagement reçu, puisqu'il y a une convention signée avec un montant. Après, en fin d'année, il y a une quote-part qui sera reportée en fonds dédiés ou en produits d'avance si c'est une convention pluriannuelle, de façon à financer les exercices futurs. Après, il y aura une créance correspondant au solde à recevoir du mécène si l'intégralité n'a pas été versée. Parfait, très clair. Ensuite, une question de Delphine qui demande, en cas de résultat excédentaire en N, peut-on provisionner une somme en N pour un projet qui sera lancé en N+1 afin que l'association mette en réserve ses fonds? Alors, bon, je peux commencer à y répondre, vous compléterez. Donc, en cas de résultat excédentaire, on peut typiquement faire une réserve dans réserve pour projet de l'entité et cette réserve pourra être utilisée pour combler des déficits à venir qui seraient occasionnés par un projet de l'entité. Mais en revanche, bon, bien sûr, on ne peut pas faire de provision sur ce type de démarche. Les résultats excédentaires peuvent faire l'objet que d'une affectation qui, elle, sera affectée en réserve ou en report à nouveau et pourra servir à combler des déficits futurs. Oui, en fait, le mécanisme, c'est de se dire si cette année, on a fait du bénéfice et puis c'est pas le but de l'association, on a fait par exemple 300 000, et il y a 200 000 qu'on affecte à un projet qui est particulier et que l'association voulait faire. Et l'année suivante ou même les années suivantes, le déficit issu de ce projet sera affecté sur la partie de réserve qu'on aura justement dispatché avant, donc les 200 000 qu'on avait mis pour le projet très précis. Mais le projet est visé, il est précis. Alors ensuite, il y a une question sur les dons. Donc là, il y a plusieurs questions sur les dons. Donc il y a d'abord une question qui est de Karine et Lucille sur la déclaration des dons sur la 2070. Est-ce que la déclaration des dons doit être faite sur la déclaration 2070? Donc ça, c'est une première question sur les dons. Et il y a une deuxième question pour les associations, pour une association sectorisée qui déposerait une liasse fiscale sur la partie lucrative. Doit-elle déclarer ses dons sur la 2065 également? Alors, pour la structure lucrative, oui, il faut qu'elle déclare ses dons. L'association qui a un secteur lucratif et qui donc va faire une 2065 devra déclarer ses dons sur la 2065. Je ne sais pas pour la 2070 s'il y a une rubrique prévue pour la déclaration des dons. Pour moi, non. On est plutôt dans le lien qu'indiquait Nathalie, à savoir il y a un lien spécifique démarchesimplifiée.fr. Exactement, de démarche simplifiée qui est noté dans le support que vous aurez et qui est le lien à utiliser pour faire les démarches. Alors, pour utiliser ce lien, c'est France Connect, hein, donc il faut créer un compte. Ouais, faut créer un compte et tout. Donc, il y a une petite démarche à suivre. On mettra le guide d'application, le lien du guide d'application à la fin, on vous mettra, quand on communiquera le document, à la fin, on mettra tous les liens importants à avoir. On va peut-être reprendre.
Ouais, pardon, on arrête les questions. Je propose qu'on reprenne un petit peu et puis de toute façon, comme ça, on aura un peu de temps pour d'autres questions à la fin. Donc, pour rappel du sommaire, on vient de voir les spécificités des associations, donc le bilan, le résultat et l'annexe. Et donc, après quelques rappels, on va vous faire un point sur l'actualité spécifique des associations. Et enfin, vous l'attendez sur les règlements ANC 2022-06 et ANC 2023-03. Commençons par quelques rappels donc sur le contrat d'engagement républicain et sur le contrôle du dépôt des comptes. Alors, tout d'abord, on peut se demander pourquoi il y a eu 2 lois importantes sur un même été. La loi du 1er juillet 2021, qui modifie notamment la notion d'appel à la générosité du public, qui a été promulguée ce jour-là. C'était pour fêter les 120 ans de la loi du 1er juillet 1901. Mais il manquait des choses dans cette loi. Donc finalement, une deuxième loi est sortie à la fin de l'été, fin août. Et elle comprenait notamment le contrat d'engagement républicain pour les associations qui souhaitent bénéficier de subventions. Donc l'association qui a souscrit le contrat d'engagement républicain, elle doit en informer ses membres par tout moyen. Donc notamment, ça peut être l'affichage dans les locaux ou le mettre en ligne sur son site internet. Alors, ne sont pas concernées en revanche les associations et fondations reconnues d'utilité publique. Il y a un guide pratique sur association.gouv qui peut être utile si vous avez des associations qui sont concernées. Donc, le contrat d'engagement républicain, c'est une condition suspensive à l'obtention de la subvention. Donc attention, si une subvention est demandée début décembre 2024, mais que le contrat n'est signé que là, début janvier 2025, ce ne sera pas possible de comptabiliser la subvention à la clôture des comptes 2024. C'est une condition qui peut être également résolutoire. C'est vrai que si l'autorité administrative a des indices qui lui permettent de déterminer que le contrat n'est plus respecté, elle peut demander l'arrêt et même le remboursement de la subvention. C'est le cas de... Vous avez peut-être entendu parler de cette école musulmane près de Lille, dans le nord de la France, pour lequel le contrat a été dénoncé. Donc, l'année scolaire s'est poursuivie, mais là, on peut quand même se poser des questions. Il y a une vraie question de pérennité, de continuité d'exploitation de nos clients. Les engagements du contrat d'engagement républicain, ça vise à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, dignité de la personne humaine, les symboles de la République, le caractère laïque et toute action portant atteinte à l'ordre public notamment. Sur maintenant le contrôle du dépôt des comptes. C'est une obligation qui concerne les comptes annuels du dernier exercice clos certifiés et approuvés par l'organe délibérant depuis le 1er juillet 2021. Donc en 2022, c'était déjà le cas. Voilà pourquoi on est dans l'e-rappel. Le commissaire aux comptes va vérifier également la publication sincère de ces comptes annuels. Alors, qui est concerné ? Ce sont les organismes qui font appel à la générosité du public et qui sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes et dont le montant des ressources collectées par ce biais excède le seuil de 153 000 €. Et pour mémoire, les fonds de dotation n'ont pas à publier le rapport du commissaire aux comptes, mais seulement les comptes annuels. Voilà pour les quelques rappels. Et maintenant, Nathalie, je te laisse parler des actualités. Merci Juliette. Oh. Nous avons un petit problème avec le défilement des slides. Bon. Donc, on va résoudre ce problème technique de défilement des slides. Juste vous annoncer le programme par rapport donc à l'actualité. Il y a des textes loi d'avril 2024 et des décrets qui sont parus sur la simplification de la vie associative, des éléments sur le règlement intérieur des associations reconnues d'utilité publique et fondations reconnues d'utilité publique,
On va parler des bénéficiaires effectifs qui sont… Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, super. Qui sont une grande question d'actualité, la définition, qu'est-ce qui doit être déclaré, etc. On va parler de la loi sur le partage de la valeur, des droits à congés payés, des modifications qui ont été, qui existent aujourd'hui et comment les calculer, des différents seuils applicables en 2024, quelques points sur la loi de finances 2025 qui ont enfin été votés, et puis la liste des règlements ANC applicables aux associations. Donc, on commence par les actualités sur la simplification de la vie associative. Donc, il y a une loi parue en avril 2024, la 2024-344, qui a beaucoup d'éléments, beaucoup de dispositions ont été prises dans cette loi. C'est la loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative. Donc, dedans, il y a des éléments sur le prêt entre associations qui facilitent donc les prêts entre associations, plus d'exigences d'ancienneté, de durée, d'origine. Les conventions de trésorerie, de la même façon, il peut être possible maintenant, dans un même groupement, d'établir des conventions de trésorerie entre elles pour simplifier la gestion financière. La notion de dons de jours de repos qui peuvent être donnés par des salariés pour des associations d'intérêt général. Le contrat d'engagement citoyen, donc le contrat d'engagement citoyen qui existait déjà, maintenant peut être mis en place par des associations de moins d'1 an, alors qu'avant, il a fallu qu'elles en aient au moins 3. Ce contrat d'engagement citoyen permet d'acquérir des droits à formation qui vont être inscrits dans le compte personnel de formation, le CPF. Voilà. Donc, il y a une possibilité d'abonder ce compte d'engagement citoyen par des jours de congé, par des jours de congé. Il est également ouvert, ce compte, aux bénévoles siégeant au conseil d'administration, participant à la direction ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles. Toujours dans la simplification de la vie associative, en plus de cette loi, il y a eu un décret le 5 juillet 2024 qui a posé des éléments sur le règlement intérieur des fondations et associations reconnues d'utilité publique, de façon à poser le fait qu'une simple déclaration maintenant auprès du ministère de l'Intérieur suffit. Il n'y a plus besoin d'attendre le retour pour l'approbation du ministère sur le règlement intérieur. Et ce décret prévoit aussi quelque chose de très important, c'est la dématérialisation et l'harmonisation des obligations. Il va y avoir, et je vais en reparler tout à l'heure, un registre qui va être fait pour toutes les structures à but non lucratif et dans lequel devront être déposés l'ensemble des documents. Aujourd'hui, il y a déjà le dépôt des comptes annuels, ce genre de choses. Il y a une harmonisation donc, de toutes les dispositions sur les statuts des structures reconnues d'utilité publique, qu'est-ce qui doit figurer dans le rapport d'activité. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'éléments sur un peu comment les documents officiels doivent être conçus et où il va falloir les déposer. Donc, on va revenir un peu en détail sur le règlement intérieur des associations et fondations reconnues d'utilité publique, donc qui doit être conforme au statut. Et les modalités de mise en œuvre avec les éléments obligatoires sont précisées donc, dans ce décret portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques. Donc, il y a 5 thématiques communes aux associations et fondations reconnues d'utilité publique qui doivent absolument figurer dans le règlement intérieur. C'est la composition de l'association ou de la fondation et de ses organes, le fonctionnement de ces organes, les règles déontologiques mises en place, les comités consultatifs existants et les délégations. En plus, pour les fondations qui ont la capacité d'abriter d'autres fondations, elles doivent expliquer le fonctionnement de ces fondations abritantes. Ce règlement, je le rappelle, est à déposer auprès du ministère de l'Intérieur, qui détient quand même un droit d'opposition, même s'il ne fera pas forcément de retour. À partir du moment où il n'y a pas de retour, c'est qu'il est approuvé. Maintenant, on va parler des bénéficiaires effectifs.
Donc, sur les bénéficiaires effectifs, il y a la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne en matière d'économie, finance, transition écologique, droit pénal, droit social, matière agricole. Cette loi, elle est dite DDADUE. Elle est importante parce qu'elle a plusieurs éléments, plusieurs dispositifs qui concernent les associations. Dont notamment l'obligation d'obtenir, de conserver des informations exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs et qui est donc étendue aux associations. Jusqu'à présent, c'est les sociétés qui devaient déclarer les bénéficiaires effectifs. Maintenant, toutes les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité doivent les déclarer également à partir du 24 avril, donc date de publication de la loi, date de 24 avril 2024. Alors, par ailleurs, la définition des bénéficiaires effectifs a été élargie par le décret de juillet 2024 à toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, de surveillance ou des fonctions de direction. Donc, ça pose effectivement de la question de savoir qui doit-on déclarer dans les bénéficiaires effectifs, puisque la fonction de direction est une notion très large. Lors de la journée sur les associations de la compagnie des commissaires aux comptes, la représentante du ministère de l'Intérieur nous disait que ça ne serait pas forcément toutes les directions, notamment les directeurs d'établissements ne seront pas concernés si on a des structures qui ont des établissements, mais même la direction générale, a priori, ça sera que le directeur général et éventuellement directeur adjoint, mais par exemple le DSI, le DRH, le DAF ne seraient pas forcément concernés. Normalement, des éléments complémentaires devraient être donnés pour pouvoir déterminer exactement les personnes qu'il va falloir déclarer en tant que bénéficiaire effectif. Oui, mais on était sur une vision un plus restrictive Ouais. voilà, de la notion de bénéficiaire effectif. On parlait de membres du COMEX, en gros, du comité exécutif, mais pas au-delà. Alors, ces bénéficiaires effectifs, ils vont devoir être déclarés dans le répertoire national des associations qui existent déjà pour les associations et dans le registre qui va être créé pour les autres structures. Mais aujourd'hui, on ne peut pas déclarer parce que, aussi bien au niveau du RNA pour les associations que pour les fondations, le portail spécifique lié à ces déclarations n'est pas encore ouvert. Il est en cours de construction. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette obligation va d'abord, il y aura des vérifications par rapport à la déclaration des bénéficiaires effectifs qui pourra être faite par administration et qu'il y aura des sanctions pénales qui vont exister, des sanctions pénales assez lourdes pour les absences de déclaration ou pour les informations inexactes ou incomplètes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment, au moment où ce sera ouvert, faire attention à bien déclarer, à le déclarer régulièrement et surtout à bien penser à aller modifier en cas de modification dans la gouvernance auprès de ce registre. Voilà, les sanctions sont notées, 6 mois de prison, 7 500 € d'amende ou 37 500 € d'amende pour les personnes morales. Donc, on voit que ce sont des peines assez lourdes et qu'il y a vraiment une volonté de vouloir que les structures remplissent ces informations. Maintenant, nous allons parler du loi de partage de la valeur. Donc là, il y a un décret, le décret de juillet. Juste, je fais une petite insertion parce qu'il y a beaucoup de questions, il y avait beaucoup de questions sur les bénéficiaires effectifs. Oui. Donc, on récapitule la définition des bénéficiaires effectifs. Le ministère de l'Intérieur nous dit que c'est beaucoup plus restrictif. On n'est pas sur tous les directeurs comme on a parfois sur le médico-social. Quand il y a plein d'établissements, on est sur le comité exécutif, en gros, une notion de comité exécutif. Et la plateforme ne marche pas, non, et tant qu'elle ne marche pas, on n'a pas d'obligation. Donc, on peut se rassurer sur l'exercice. Là, tout le monde n'a pas à faire cette démarche puisqu'on n'est pas en capacité de le faire. Exactement. Oui. Je pense qu'on sera informé quand la plateforme sera enfin ouverte, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas la possibilité de pouvoir faire la déclaration. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Donc, après, la loi sur le partage de la valeur. Donc, cette loi donc, de juillet 2024,
qui est en application, prévoit à titre expérimental pendant 5 ans, à compter des exercices ouverts après le 31/12/2024, pour les fondations, associations, la possibilité, si elles ne mettent pas en application un régime de participation, de mettre en place soit un dispositif d'intéressement, soit d'abonder un plan d'épargne salariale, soit de verser la prime de partage de la valeur. Pour cela, elles doivent juste avoir certaines conditions. D'abord, il doit y avoir un accord de branche étendu pour permettre l'expérimentation. Il ne doit pas avoir de bénéfice net fiscal déclaré. Et puis, il faut avoir réalisé pendant 3 années consécutives un résultat excédentaire d'au moins 1% des recettes et employer au moins 11 salariés. C'est pour les structures qui ont au moins 11 salariés. Nous allons maintenant parler des droits à congés payés. Donc là, sur l'arrêté des comptes au 31/12/2024, c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte, puisque le calcul du nombre de congés payés acquis par les personnes peut évoluer en fonction si vous avez des personnes qui ont été en arrêt de travail ou pas, sur des périodes actuelles ou antérieures, puisque il y avait au départ la Cour de cassation l'année dernière avait jugé que il était possible de pouvoir avoir des jours de congé sur les périodes de longue maladie. Et donc, suite à ça, la loi DA-DUE dont j'ai parlé tout à l'heure, du 22 avril 2024, a gravé dans le marbre et a fixé des règles par rapport à ça et des limites notamment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les arrêts de travail, accidents, maladies donnent droit à des congés payés. Et cela, quelle que soit leur durée, leur origine, et pour les arrêts maladie d'origine non professionnelle, c'est 2 jours ouvrables. Au lieu de 2 jours et demi, on a 2 jours. Hein, donc ça, c'est un droit un petit peu réduit, mais c'est quand même un droit. Il y a la possibilité de reporter de 15 mois les congés payés non pris pour cause d'accident ou de maladie. Et donc là, il faut voir si c'est un arrêt inférieur ou supérieur à 1 an pour savoir quelle est la règle de calcul à faire. Et après, pour les arrêts maladie longue durée d'origine non professionnelle, il y a une rétroactivité jusqu'au 1er décembre 2009, donc une longue rétroactivité, 15 ans, pour pouvoir faire valoir les congés payés pendant cette période d'arrêt maladie. Donc, il y a quand même une limite, c'est 24 jours par période de référence, donc pour une année, avec un délai de forclusion de 2 ans, c'est-à-dire que les salariés concernés ne peuvent faire des réclamations que pendant 2 ans, donc ils doivent introduire la réclamation avant le 24 avril 2026, 2 ans après la date de publication de la loi. Et il y a une prescription, c'est-à-dire que pour les salariés ayant quitté l'entreprise depuis plus de 3 ans, eh ben, ils ne pourront pas faire de réclamation. Pour eux, les droits là-dessus sont perdus s'ils ne seront plus dans l'entreprise. Donc, du coup, ça génère 3 situations. Le salarié est toujours en arrêt de travail au moment de la publication de la loi et à ce moment-là, vous devez calculer les droits qui lui sont dus et provisionner ces droits comme étant dus. Le salarié est présent et il a eu un arrêt de travail antérieur à la date de la loi et il n'est pas parti, il est toujours présent. À ce moment-là, il faut reprendre le schéma pour voir si c'est un arrêt supérieur ou inférieur à 1 an, savoir si le salarié a fait déjà une demande de réclamation ou pas. Et en fonction de ça, vous allez devoir constater soit une dette, si effectivement le salarié a demandé que l'arrêt peut lui faire bénéficier de droits de congé complémentaires, soit une provision si vous avez un risque sur un salarié qui a eu des arrêts, mais qui n'a pas encore fait forcément la réclamation, mais qui pourrait potentiellement la faire et pour lesquels vous auriez des droits à verser. Voilà. Et puis le dernier cas, le salarié est parti, donc là, vous n'avez rien à faire puisque depuis plus de 3 ans, pardon, il n'y aura aucun droit à calculer complémentaire là-dessus. Donc les conséquences, c'est une mention à faire dans l'annexe pour expliquer le calcul réalisé, puisque ces critères en fait peuvent amener à avoir une provision pour congé payé qui va évoluer, qui peut devenir beaucoup plus importante que ce qu'elle aurait été sans ce calcul. Donc on est dans ce qu'on appelle un changement d'estimation comptable. Et donc ce changement d'estimation comptable va faire l'objet d'une observation dans le rapport du commissaire aux comptes et doit donner lieu à explication dans l'annexe.
Il y a une note spécifique de la compagnie commissaire aux comptes de juillet 2024 sur le traitement comptable des congés payés en période d'arrêt de travail auquel vous pouvez vous référer, à laquelle vous pouvez vous référer pour avoir tous les détails sur comment calculer, quelles sont les règles applicables. Un petit rappel sur les seuils que vous devez connaître. L'abattement de taxe sur les salaires est passé à 23 616 € pour l'année 2024. La franchise des impôts commerciaux, pour l'instant, est à 78 596 pour l'année 2024. A priori, ça ne va pas être remis en cause pour 2025, à suivre. J'ai rappelé les seuils de la commande publique qui n'ont pas évolué par rapport à ce qu'on vous avait donné l'année dernière et qui sont applicables donc sur l'année 2024 et sur l'année 2025. Trois petits éléments sur la loi de finances qui a donc été finalement votée cette année. Tout d'abord, sur la taxe d'habitation, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les structures d'hébergement d'urgence ou pour les structures de logement conventionnés pour du logement temporaire, pour des personnes en difficulté. Elles ne seront plus assujetties à la taxe d'habitation, qui aujourd'hui va concerner juste les résidences secondaires. Le dispositif Coluche qui donne droit à 75% de réduction d'impôt, enfin de crédit sur le don versé au lieu de 66% don fait aux personnes en difficulté est pérennisé. Il devait s'arrêter au 31/12/2024. Il va donc être continué sur les années à venir. Et il est étendu aux organisations qui, à titre principal ou gratuit, accompagnent des victimes de violences domestiques ou contribuent à leur relogement. Donc, c'est pareil, les dons faits à des organismes de ce type bénéficieront des 75% de crédit d'impôt sur leurs dons dans la limite de 1 000 € par an. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, toutes les fondations de reconnaissance d'utilité publique qui agissent pour la conservation du patrimoine pourront bénéficier du dispositif fiscal exceptionnel de réduction d'impôt de 75% des dons qui, auparavant, ne bénéficiaient qu'à la Fondation du patrimoine. Ils ont élargi à toutes les fondations de conservation du patrimoine cet avantage fiscal. Voilà. Pour terminer, j'ai remis la liste des différents règlements ANC qui sont applicables aux associations. Donc, vous les avez, vous pourrez y faire référence si vous avez besoin d'éléments complémentaires sur le détail des éléments de ces règlements. Alors, Jude, il faut qu'on ait un peu de temps pour répondre aux questions. Donc là, sur le gros pavé qui nous reste, la modernisation des états financiers, on va prévoir de toute façon des webinaires encore sur ce sujet parce que ça va être le gros sujet surtout de la fin de l'année qui vient. Mais c'est un sujet d'actualité pour la clôture 2024, des comptes au 31/12/2024, pour ceux qu'on choisit d'appliquer par anticipation ce règlement. Donc, on va peut-être se concentrer là-dessus et puis après, on passera aux questions. Merci. Donc, après avoir eu le panorama du secteur, des actualités du secteur associatif par Nathalie, on va finir donc sur le règlement de modernisation des états financiers et nous attarder seulement donc sur quelques changements majeurs tels que donc la fin du transfert de charges, la nouvelle définition de l'exceptionnel et la transposition du règlement pour les entités non marchandes, donc l'ANC 2023-03. Le règlement ANC 2022-06 il est obligatoire pour les exercices ouvert à compter du 1er janvier 2025. Donc, compte tenu de sa date de publication en décembre 2023, il aurait pu déjà être appliqué là pour cette clôture. Il est possible de l'appliquer avec anticipation, mais en l'appliquant entièrement. Donc, ce n'est pas possible de retenir uniquement certaines dispositions du règlement, évidemment. C'est un règlement qui est dit de modernisation des états financiers parce qu'il y a pas mal de suppressions de comptes qui étaient pas tellement utilisés. Et parmi les changements importants, on compte notamment la suppression du transfert de charges. Donc, ça veut dire que là, vous le voyez, les comptes 791, 796, 797 sont supprimés du plan de compte. Et désormais, lorsque la charge n'a pas été inscrite directement dans le compte adéquat, le montant concerné est transféré directement en créditant le compte de charge
initialement utilisés. Alors, il y a juste quelques cas spécifiques comme les remboursements de charges de personnel. Il y a un compte, le 649. Les refacturations diverses, c'est en 708. Les indemnités d'assurance en 758,7. Donc voilà, il y a quelques comptes qui sont précisés. L'autre point important de ce règlement, c'est la redéfinition du résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel est défini par un événement qui est majeur et inhabituel. Un événement, il est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs vont se faire de la situation financière et du résultat de l'entité, et donc des décisions qui pourraient être amenées à prendre. Et un événement inhabituel, c'est important, l'événement, il est présumé inhabituel si, il s'est pas passé sur les dernières années et il a très peu de chances de se reproduire sur les années suivantes. Tandis que les écritures comptables qui sont d'origine purement fiscale, comme les amortissements dérogatoires, continuent d'être comptabilisés en exceptionnel. Mais également donc les changements de méthode, les corrections d'erreurs. L'ANC propose un arbre de décision qu'on peut voir, qui est intéressant pour savoir si on se situe ou pas dans du résultat exceptionnel. Dans le règlement, il faut savoir également, qu'il y a un certain nombre de tableaux normés qu'on va trouver dans l'annexe et dont certains vont être obligatoires et ils sont nouveaux, comme le tableau des engagements de crédit beau, celui des honoraires de commissaire aux comptes, où il faut bien distinguer les honoraires, qui sont liés à la certification des comptes et ceux qui sont liés, à d'autres services. Et il y a évidemment toujours des tableaux à titre indicatif, mais certains sont vraiment, très, très, très précis, normés et obligatoires. Sur la comparabilité avec l'exercice précédent. Évidemment, l'exercice N-1 qui a été présenté et approuvé n'est pas modifié. C'est la colonne N qui est présentée selon le nouveau règlement, et donc il n'y a aucune conséquence sur les comptes antérieurs, autre que les reclassements qui sont nécessaires pour se conformer au nouveau modèle de bilan et de résultat. Donc notamment sur les transferts de charges, il y a des reclassements qui seront nécessaires pour se conformer au nouveau modèle. Donc les transferts de charges vont passer sur la ligne reprise pour dépréciation et provision. Le résultat exceptionnel va être présenté sur 2 lignes, juste charge exceptionnelle, produit exceptionnel. Donc c'est des reclassements qui sont impactants par rapport à N-1 et il faudra, le cas échéant, donc présenter en annexe un proforma des bilans et résultats tels qu'ils ont été arrêtés et publiés, si c'est une information qui est pertinente pour la compréhension des comptes. Donc on fait attention parce que c'est un changement de méthode comptable, donc c'est à indiquer dans l'annexe et le commissaire aux comptes fera une observation dans son rapport. Il n'y a aucune justification en revanche à fournir parce que c'est un changement de réglementation. Rapidement sur l'ANC 2023-03, donc il modifie divers règlements et notamment en coordination avec l'ANC 2022-06. Donc il y a également des suppressions et des créations de comptes. Il y a une modification des modèles de bilan et de résultats. Il peut également être appliqué en anticipation en 2024, mais si on l'applique entièrement et qu'on le précise en annexe. Parmi les principaux changements dont on va vous faire part là, il y a le compte 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés, qui devient un 652 et non un 657 parce que le compte était déjà pris pour les aides financières. Tandis que pour les produits de cession d'éléments d'actifs, c'est en 757 comme dans le nouveau règlement pour les IMO corporels et un 767 pour les immobilisations financières. Voilà, vite, les quotes-parts de subventions d'investissement, elles sont en 747 au lieu de 777. On vous a mis les principaux changements. Donc, les modèles d'état financier sont modifiés pour s'accorder avec les ajouts et les suppressions des modifications de compte qui viennent d'être évoquées. Donc, les immobilisations, on le voit, ont été remontées par nature. Dans les immobilisations en cours, donc immobilisation incorporelle et corporelle. Les charges constatées d'avance également sont remontées sous les autres créances. Les cessions d'immobilisation sont désormais en résultat d'exploitation ou en résultat financier en fonction de leur nature. Et le résultat exceptionnel, qui devrait être bien moins fréquent, ne correspond donc plus qu'à 2 lignes, comme on l'a vu, charge exceptionnelle, produit exceptionnel.
sans autre détail. Et donc, pour finir, finalement, le plus important, je pense, c'est d'anticiper les impacts de ces changements, s'assurer que le logiciel comptable utilisé par nos clients prenne bien en compte la nouvelle réglementation, la nouvelle nomenclature des comptes et le schéma d'écriture comptable, mais également qu'ils puissent produire les tableaux en annexe. Il peut y avoir quelques impacts à savoir, c'est pour les associations fiscalisées, il pourrait y avoir un impact sur les calculs de CVAE, la qualification également des sommes qui étaient antérieurement en compte 79, également les mécanismes de partage de la valeur. Il faudra faire attention également aux clauses contractuelles qui peuvent être basées sur le résultat d'exploitation, justement avec la remontée du résultat exceptionnel en exploitation. Là, ça pourrait avoir un impact, par exemple les covenants ou autres. Donc voilà pour avoir fait un point très rapidement sur les règlements comptables. Superbe synthèse, le timing est tenu, donc parfait. Je vous rappelle, donc au dernier trimestre, on va tenir plusieurs webinaires, vous serez informés très rapidement bien sûr sur les questions de la modernisation des états financiers, mais également sur les éditeurs de logiciels qui travaillent avec les experts comptables et nos clients dans les associations, comment ils sont mis à jour sur cette question des modernisations des états financiers et quels outils ils proposent aussi pour nous aider. Donc, on aura ça au dernier trimestre. Donc, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc là, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Donc, je vais essayer, on va essayer d'y répondre ensemble à la plupart, enfin, à ce qu'on peut dans le temps imparti. Il y a besoin de clarifier un point, c'est la question des dons et des déclarations liées aux dons, des déclarations fiscales liées aux dons, parce que là, on n'a pas été clair, pas été suffisamment clair, et dans le chat, ça va dans tous les sens. Donc, j'essaye de repréciser, puis vous me complétez. Donc, quand on n'est pas fiscalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas une activité lucrative dans laquelle on établit une liasse fiscale. Donc, quand on est dans ce cas-là, on n'établit pas de liasse fiscale, on fait une déclaration d'impôt sur les sociétés pour les revenus financiers. Ça, c'est la 2070. Ça n'exonère pas de faire la démarche simplifiée qu'on a vue, puisque c'est beaucoup plus complet, puisqu'on demande le nombre de dons qui ont été faits. Voilà, il y a un détail beaucoup plus fin. Alors, il n'y a pas de nominatif, mais il y a un détail beaucoup plus fin qui est demandé sur les dons qui ont été effectués et qui ont donné lieu à émission d'un reçu fiscal. Donc, ça, c'est pour les associations qui n'émettent pas de liasse fiscale. Pour les associations lucratives qui émettent une liasse fiscale, une 2065, elles ont un tableau annexe dans la 2065 spécifique sur la déclaration des dons. Donc, elles devront remplir ce tableau. OK. Donc, voilà, on a précisé ce point-là. Ensuite, il y a différentes questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Il y avait une première question. Ah oui, il y avait une première question sur est-ce qu'il va y avoir une correspondance sur les plans comptables anciens, nouveaux. Donc là, au niveau du Conseil supérieur, il y a un travail qui est en cours pour développer tous les outils qui avaient été mis en place pour le 2018-06 à destination des cabinets d'expertise. Donc, il y a vraiment, c'est dans la to-do list. Donc, ça sera fait d'ici pour la clôture 2025. Ce n'est pas encore le cas, mais vous disposerez de tous les outils et puis de modèles d'état financier comme on l'avait eu précédemment. Ensuite, il y a des questions sur… ah oui, il y avait pas mal de questions autour des fonds dédiés. Et donc, il y a une question de Delphine sur les résultats excédentaires. Donc là, on l'a vu, on l'a traité.
Ensuite, on a une question sur une association, toujours Delphine, sur une association qui reçoit plusieurs subventions pour des projets bien définis, qui a un résultat excédentaire en fin d'exercice. Peut-elle mettre en fonds dédié cet excédent pour un autre projet qui va être lancé en N+1, mais qui n'a pas encore financé? Si elle ne peut pas, comment faire pour mettre les fonds de côté pour lancer un nouveau projet sans que les financeurs reprennent le surplus? Malheureusement, ce n'est pas possible. Non, non. C'est-à-dire que si elle a des subventions, qu'elle n'a pas consommé l'intégralité de sa subvention, il faut qu'elle voie avec son financeur pour éventuellement qu'elle puisse conserver le reliquat, mais en général, elle doit rendre compte de l'utilisation de sa subvention. Donc, soit le financeur l'autorise à utiliser son reliquat sur autre chose et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, ou soit elle devra rembourser éventuellement la quote-part non consommée. Et le fonds dédié ne fonctionne que pour un projet qui est indiqué dans le contrat. Ce n'est pas un projet que l'entité, elle détermine. Il faut qu'il soit prévu dans la convention. D'où l'importance de bien lire les conventions. Dans la même veine, il y a une question de Badre sur pour les résultats excédentaires, y a-t-il une possibilité de les mettre en fonds dédiés? Même réponse, non. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire une réserve spécifique dans en affectation du résultat et après consommer effectivement cette réserve par des pertes sur les années suivantes qui vont venir s'imputer sur la réserve. Oui, mais quand même, Badr, regardez bien les conventions de subvention pour voir si éventuellement il n'y a pas des fonds dédiés, il n'y a pas des montants qui seraient qui pourraient être qualifiés de fonds dédiés. C'est uniquement en regardant la convention qu'on peut savoir s'il y a des fonds dédiés. Et ça peut valoir le coup de discuter ce qui va être noté dans la convention justement avec le financeur pour se mettre d'accord si c'est un projet défini ou si c'est l'objet général, voire le fonctionnement de l'association qui est financé. Voilà. Alors, Patrick, désolé, on jargonne. On a parlé de RUP, c'est reconnaissance d'utilité publique et c'est très important à savoir parce que ça a un statut fiscal, ça permet des droits fiscaux particuliers. Il y a Quentin qui nous demande pour les subventions d'investissement, elles sont constatées en 131 au moment de la notification d'attribution ou au moment du versement, si versement échelonné? Alors, normalement, c'est au moment de l'attribution, sauf s'il y a des clauses suspensives. S'il y a des clauses suspensives, à ce moment-là, il faut que les clauses soient levées pour pouvoir comptabiliser la subvention. Par contre, elles ne seront reprises qu'à partir du moment où la dépense sera faite et qu'on aura en contrepartie les amortissements des biens immobilisés qui sont financés. Alors, on a une question d'encore d'une Delphine, mais une autre. La fiscalisation du sponsoring est applicable que si le seuil d'activité lucrative est dépassé? Point d'interrogation. Oui. Dans tous les cas, les activités dites lucratives doivent dépasser le seuil de franchise des impôts commerciaux pour rentrer, pour qu'il y ait la création d'un champ lucratif dans la structure. Question de Florence, la vente de vêtements de sport avec logo de l'association accompagnant la cotisation dans les clubs sportifs de forme associative peut-elle être considérée comme des revenus potentiellement fiscalisés? Redis-moi la question. La vente de vêtements de sport avec logo de l'association accompagnant donc en même temps que la cotisation est faite dans les clubs sportifs de forme associative, peut-elle être considérée comme des revenus potentiellement fiscalisés? On est dans de la vente, hein. Donc à partir du moment où on est dans une opération commerciale, oui, ça va être considéré comme une activité lucrative. Après, il ne faut pas qu'elle dépasse le seuil de la franchise. Donc, on est sur les 78 000, 5 minutes. Oui, on regarde, on tient pas. Il faudra distinguer les cotisations d'un côté et les ventes de vêtements de l'autre, parce que ce n'est pas la même nature. Et juste les ventes, elles, effectivement, seront considérées comme lucratives si elles dépassent le seuil. Voilà. Alors, je rappelle ce seuil parce qu'il y avait une question là-dessus. Ce seuil de franchise, en fait, si vous voulez,
on peut avoir des activités lucratives dans une association et il y a une tolérance fiscale qui va jusqu'à un seuil de 78 500 sur 2024. Et tant qu'on est dans cette tolérance fiscale, il n'y a pas de question à se poser, on est exonéré de tout impôt commerciaux. Ensuite, il y a une question de Sigrid. La contribution volontaire en travail peut-elle donner lieu à un CERFA pour l'exonération d'impôts? Non. Non, non, le bénévolat ne donne pas lieu à reçu fiscal. C'est sans contrepartie. Voilà, voilà. Et c'est à distinguer du mécénat de compétences. La seule chose qui peut être vue, c'est les abandons de frais qu'on a vus et des bénévoles qui peuvent donner lieu à reçus fiscaux. Alors, ah oui, il y a une question sur les états d'avantages et de ressources des fonds FSE, donc fonds européens, nécessite-t-il l'état des avantages et des ressources? L'établissement d'un état des avantages et des ressources. Si une association reçoit des fonds européens, FSE, est-ce qu'on considère ces fonds comme faisant partie des fonds à intégrer dans l'état annuel des ressources? En provenance de l'étranger? Oui. C'est ça, en provenance de qui? Ah ben de la commission. Là, c'est des fonds en provenance de l'étranger, dans tous les cas, ça rentre dans l'État. Donc la réponse est oui. Le bénéficiaire effectif, on a vu, pas de plateforme, pas d'obligation, on se rassure. Ensuite, il y a, avant de délivrer des reçus fiscaux, l'association ou le fonds de dotation est-il dans l'obligation d'effectuer un rescrit fiscal? Non, il n'y a pas d'obligation de faire un rescrit fiscal. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, si vous avez des doutes sur votre qualification fiscale pour pouvoir avoir une certitude, mais il n'y a absolument aucune obligation. Pour une radio associative, doit-on faire la déclaration des dons? Si l'association perçoit des dons, oui, il faut qu'elle fasse une déclaration. Si ce sont des dons qui donnent lieu à reçus fiscaux. Pour les fonds de dotation, c'est une demande préalable. Il y a une question de Prisca concernant le critère AGP. Lorsqu'une personne physique connue de longue date par un fonds de dotation, avant même la mise en place de l'AGP, fait un don via un site internet par simplicité de versement, ce don doit-il être pris en compte dans le seuil d'AGP? Si elle fait le don via le site internet, sur le site Je fais un don, a priori, personne ne peut savoir qu'elle connaît l'association de longue date. C'est un don qui rentre dans l'appel. Il y a une question de Mélanie. Une association perçoit des dons en nature en échange de publicité de parrainage et utilise ces dons pour offrir lors d'événements. Comment comptabiliser ce genre d'opération? Est-ce qu'il existe des éléments à notifier en annexe? Des dons en nature sont des contributions volontaires en nature. Donc, il faut qu'elle les évalue, qu'elle demande au donateur, à la personne qui donne, la valeur, qu'elle lui fasse une attestation donnant la valeur des biens qui sont donnés, ou sinon, elle essaye de voir sur le prix de marché, si elle avait dû acheter ces biens, combien ça lui aurait coûté. Et elle les valorise et elle les indique en bas du compte de résultat en contribution volontaire en nature. Parfait. Alors, je vais vous remercier chaleureusement, Juliette et Nathalie, pour la qualité de votre intervention et le timing parfait que vous avez respecté. On est désolé, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On les note toutes. On les a toutes notées. On va voir dans la mesure du possible à y répondre. Et puis, vous pouvez, de toute façon, nous rentrer en contact avec le comité pour toute information.
On vous remercie déjà pour cette forte mobilisation. C'est un cadeau de la Saint-Valentin merveilleux que vous nous avez fait. Plus de 600 connexions, c'est formidable. Et on se retrouve très vite pour les webinaires. Alors là, il y aura une petite pause pour nos premiers semestres. Et c'est aussi sur le dernier semestre qu'on va faire une série de 3 webinaires. Donc, on va bien les cibler pour bien répondre à vos besoins. En tout cas, un grand merci. Et on se retrouve tous en juillet, donc on ne sait pas encore si c'est le 2 ou le 3, pour la journée du monde associatif organisée par le comité. Merci à tous. Bonne matinée. Bonne matinée. Au revoir, bonne journée.